Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui regroupe tous mes achats du mois de janvier. Et on va se calmer parce que Lorraine a débuté l'année, le porte-monnaie, il était sans fond. Voilà, elle a dépensé sans compter. J'ai une petite réception parce que c'est le début de l'année. Février, c'est un mois qui va annoncer des nouvelles publications. Il va y avoir un petit peu plus de service presse et tout ça. Il y aura du roman, il y aura pas mal de mangas, il y aura aussi de la BD parce que j'ai fait des petits achats très conscient et surtout j'ai fait des affaires. Et ça, en tant que petit rat, c'est une fierté. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous réindiquer les dates de dédicaces qui ont assez bougé parce qu'il y a eu des nouvelles dates qui ont été mises en place. Je vous mets ici les dates donc de Normania à Rouen, donc le week-end de la Saint-Valentin au mois de février. On sera au Salon du Livre de Bondu, qui est un des plus grands festivals du livre dans le nord de la France, juste à côté de Lille. On sera aussi à Trolls et Légendes cette année en Belgique et j'ai vraiment très hâte de revoir nos amis belges. Et on sera aussi à Imagine un livre à Portée-sur-Garonne, donc vraiment à côté de Toulouse pour le sud de la France. J'ai des nouvelles dates à vous annoncer. La première étant notre venue au festival Octogone à Lyon, et je tiens à vous le dire parce que on arrive à revenir à Lyon. Donc normalement, c'est bon. On sera à Lyon cette année pour le festival Octogone au mois de mai. On sera aussi au festival Sirène, donc à Rennes. On sera pas à Ouest-sur-Orléans cette année, mais à Sirène, donc qui est le festival organisé par l'université donc de Rennes. Et on sera aussi en Bretagne à Redon, donc le premier week-end de juin. Et ça part sur un printemps assez chargé. Je voulais aussi rappeler, pour ceux qui passent sur la vidéo qui sont intéressés, les soumissions de manuscrits pour les 3 normes sont ouvertes. Si vous avez écrit un roman d'imaginaire adulte, voilà, qui n'est ni de la romantaisie, ni de la science-fiction, ni encore de la young adulte, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur les 3 normes. On cherche donc du tome unique, n'importe quel type de récit d'imaginaire, ça peut être autant de la dark que de la cosy. Voilà, vous êtes ouverts sur tous les sujets. Si vous avez fait de l'adulte en un seul tome et qui n'est pas de la romantaisie, ni de la science-fiction, et ni des trucs trop romantiques, envoyez-nous, on est disposé et on cherche nos prochains auteurs pour le catalogue. La première petite chose, c'est pas des moindres, c'est un texte qui est une des plus grosses sorties de ce début d'année, parce que l'auteur fait partie des auteurs qui est le plus vendu au monde. J'ai reçu le petit Stephen King de la part des éditions Albert Michel, donc Ne jamais trembler. Ne jamais trembler, ça s'inscrit, vous savez, dans toute cette série de Stephen King autour du personnage de Holly. Alors je vous dis ça parce que Holly, je vous l'avais présenté il y a quelques temps, vous savez, sur cette enquête policière avec des cannibales professeur d'université, c'était particulier, moi j'avais plutôt bien aimé. Holly, c'est un personnage qu'on retrouve dans d'autres, dans toute la série de Monsieur Mercedes que vous avez chez Stephen King. Moi j'ai pas lu Monsieur Mercedes, ça se lit quand même. Là, même si vous avez pas lu Holly, vous pouvez quand même lire ce texte-ci, ça reste des tomes uniques. Il y a des petits refs, mais c'est pas essentiel pour comprendre le personnage, même si tu vois le développement. On quitte les cannibales pour aller sur un système de justice un peu particulier. Vous avez un homme qui a été assassiné en prison, un homme qui avait été mis en prison pour contenu d'images d'enfants, voilà, dans des positions que vous imaginez horribles. Après sa mort, on va apprendre que le gars était totalement innocent, que c'est son collègue de travail qui n'a pas supporté qu'il ait sa promotion, qui a envoyé des contenus comme ceci. Alors lui, il les consommait pas, mais il lui a envoyer les contenus pour qu'il soit accusé à tort. Et il y a un homme qui fait partie donc des alcooliques anonymes, je vous le dis parce que c'est un thème qui est très présent donc chez Stephen King, qui va partir en quête de vengeance. Du moins, lui, on sait pas trop pourquoi il réagit comme ça, mais il va tuer 13 personnes, 12 innocents et un coupable pour dénoncer ce crime-ci. Et on va suivre donc Holly qui va enquêter. Holly, c'est une détective privée, et Barbara, qui est une flic aussi. Là aussi, en parallèle, il y a une histoire qui concerne un peu comment décrire ça? J'irai pas les trucs de gourou, mais vous savez, tous ces coachs, là par exemple, c'est même pas vraiment un coach, c'est une nana qui a écrit un bouquin féministe qui va faire des tournées de livres, et on voit comment le pouvoir est manipulé. Ce qui est intéressant, c'est que là on parle du féminisme et de la question essentielle des droits des femmes aux États-Unis, mais en quoi cette femme va utiliser les autres femmes pour porter son message, et cette femme en fait va être traquée par une personne. Faut imaginer que son assistante, par exemple, elle va recevoir un truc sur le visage, penser que c'est de l'acide, mais c'est du détergent. Donc voilà, il y a cette traque aussi. On pense que les deux enquêtes vont être liées. Ça parle, alors il le présente, la justice est aveugle, la violence aussi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai lu les 150 premières pages. C'est assez lent de démarrage.
voilà, faut poser les choses, mais ça commence à prendre un peu plus de forme, et notamment, moi j'aime beaucoup toute la partie au sujet de cette femme qui fait des meetings et cette pauvre assistante en fait qui va se voir manipuler et qui va essayer d'aussi se révéler par ce prisme-là. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de parler aussi du business du livre, des promotions et aussi du discours de la haine, puisque cette femme-là, son féminisme a priori bascule parfois sur des discours très autoritaires et violents, donc voilà, c'est intéressant. Mais Stephen King, moi je trouve, hein, après je suis pas une spécialiste, hein, j'en ai lu quelques-uns, ça a toujours été un auteur assez politique. Là, c'est un texte qui est vachement politique aussi sur la société américaine. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir un King, alors qui fait de la politique très simpliste, mais en même temps, King, c'est de l'ultra commercial, donc il faut qu'il s'adresse aussi à tout type de personnes. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Ensuite, alors je suis allée acheter quelques romans, alors vraiment quelques romans parce que ma palle j'ai plus grand chose à lire. Le premier livre que j'ai acheté, j'ai craqué sur la couverture parce que Babel a refait toute une collection de livres donc de Dostoïevski avec des sublimes éditions comme ceci. Vous savez que Crime et Châtiment, ça a été long pour moi à lire. Mais en même temps, j'ai toujours la volonté d'avancer sur la littérature russe parce qu'une partie de moi adore cette littérature complexe, triste, alors qui est horrible avec les femmes, mais j'ai une fascination pour la littérature russe depuis que j'ai étudié à la fac. Notamment, j'avais eu un coup de cœur à la fac sur Eugène Onegin, que j'avais adoré. Et les Russes, c'est très emporté, c'est très horrible, c'est très politique aussi. Et après Crime et Châtiment, je me suis dit, je vais peut-être pas lire les frères Karamov que je voulais lire, je vais lire un texte un peu plus court, donc j'ai pris La Douce. Et La Douce, alors, c'est horrible comme texte, c'est l'histoire d'un mec, on va dire un incel des temps modernes, qui voit sa femme morte sur sa table. Voilà, ça commence comme ça. C'est l'histoire d'un mec de 50 ans qui a épousé une gamine de 16 ans. C'est violent. Alors, il y a beaucoup de dénonciations, mais à travers, en fait, le portrait de ce type horrible, moi, j'ai l'impression que Dostoïevski critique la société masculine de l'époque, comme ce qui a été par exemple avec le cas de Lolita, c'est-à-dire que c'est pas une glorification des romances entre adultes et enfants, c'est une dénonciation. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une dénonciation de ça. C'est un véritable connard, voilà, qui parle de tout son piège de manipulation, de comment il a réussi à convaincre cette jeune fille, et à travers ce prisme-là, on a aussi comment les jeunes filles se retrouvent à partager leur vie avec des mecs comme ça, et tout le système qui est présent. Et on va parler de la pauvreté en Russie. Ça parle du frustration du mec qui repousse ça. Voilà, c'est particulier. Hein. Voilà, le personnage est quand même abominable. C'est un des pires personnages que j'ai pu lire en littérature. Mais moi, je suis assez fan de la plume de Dostoïevski. Ça se lit très vite. Et faut s'accrocher. Voilà, faut s'accrocher. J'ai acheté de la YA. Ce texte me faisait envie depuis longtemps. Parce que sa couverture m'avait plutôt convaincue. Et que c'est chez un éditeur que j'aime beaucoup. Chez Nemos à la base. C'est Ceux qui nous hainent. Donc, qui est ici publié donc au format poche chez Solaire Poche, que je ne connaissais pas. C'est de Sacha Bazet. J'ai été moyennement convaincue par cette lecture, mais on est sur une histoire de maison hantée qui mêle un petit peu d'horrifique, légèrement, et surtout du théâtre. On va suivre donc pas mal de jeunes qui vont être envoyés pendant quelques mois suivre des cours de théâtre. Alors des jeunes, ils sont adultes, hein, c'est des jeunes adultes, dans un château, pour donc former une pièce, créer une pièce d'un roman qui va être adapté. Ce roman, donc la personne qui l'a écrit a vécu dans le château, machin. C'est un roman qui fait un peu médiéval, voilà, d'une histoire de deux frères et sœurs qui vont être maudits, et voilà, avec le diable et tout ça. Et cette troupe de jeunes lurons qui sont tous plus ou moins détestables, hein, selon certains, vont se retrouver à subir des trucs un peu horribles dans cette maison, du moins de pas pouvoir en sortir, et que des fantômes prennent possession de certains de leurs camarades. Voilà, je vous laisse avec ce résumé-ci. Je vous en parlerai un peu plus dans la vedette lecture. Moi, j'ai été moyennement convaincue. Plutôt, le début a bien démarré, puis ça m'a ennuyée, puis c'était vraiment pas assez horrifique pour moi, voire un peu feignant sur l'écriture de Maison Hantée. Mais c'est un texte donc qui mêle un peu Maison Hantée et je sais plus dans quel coin de la France c'est, mais pour moi c'est un peu sud-ouest, j'avais imaginé ça là-dedans. Donc avec des légendes et des mythes de l'époque, et tout le côté possession qui est peut-être un peu plus original qu'on a l'habitude, et des mystères, voilà, des crimes, ce genre de choses, mais rien de folichon en termes d'horrifique. Voilà, la couverture fait plus peur que le bouquin. Si vous aimez le théâtre, moi ce qui est pas forcément
mon plus grand délire. C'est un texte qui parle beaucoup de théâtre, de mise en jeu, de jalousie. En plus, il y a énormément de personnages, voilà, c'est assez dense comme livre. Alors là, j'ai récupéré des livres, mes parents ont fait du ménage chez eux dans les bibliothèques. Et alors ça, c'est des livres qui appartiennent même pas à mes parents, mais qu'ils ont récupérés auparavant. Et quand j'ai regardé, je dis bah je vais prendre. Alors faut que je les lave, même si j'en ai lu un, il faut qu'il soit nettoyé. Le récital des anges de de Tracy Chevalier. Vous savez que Tracy Chevalier, c'est une autrice qui est assez importante, hein. C'est l'autrice de La jeune fille à la perle, par exemple. C'est une autrice que j'avais adorée avec son texte, c'est Sublime créature, terrible créature, qui est un texte qui parle d'archéologie, de femmes et d'histoire de femmes, d'histoire d'amitié. Tracy Chevalier, elle parle beaucoup de ça. Dans le récital des anges, on a aussi l'histoire d'amitié. Alors, c'est un texte qui va beaucoup se passer dans un cimetière. On est donc juste après la mort de la reine Victoria. Il est de coutume en Angleterre d'aller se rendre au cimetière quand les dirigeants décèdent, et on va suivre donc deux personnes qui ont des concessions l'une à côté de l'autre et qui s'engueulent un peu parce qu'il y en a une qui a fait des choix qui plaisent pas à l'autre et vice versa. Notamment avec l'histoire d'une position d'un ange sur une tombe. Deux petites filles vont donc se rendre sur la tombe et vont se lier d'amitié. Maud, qui fait partie d'une famille assez riche, avec un père donc plutôt classe le père, et une mère très belle. Et on a donc Lavinia, qui est une... Alors Maud, c'est plutôt une jeune fille intelligente, pas très jolie, mais voilà, qui se confond bien dans la société. Et Lavinia, c'est une petite fille qui martyrise un peu ses parents, qui est très jolie, qui s'estime assez haute dans la société, mais qui a des parents qui sont moins fortunés. Et les deux petites filles vont se lier d'amitié, surtout quand les personnes vont devenir voisins-voisines. La famille donc de Maud est une famille plutôt progressiste. Le père est tourné vers l'étude des étoiles et ce genre de choses. La mère va tomber dans l'histoire des suffragettes. Et en retour, les parents de Lavinia sont des gens qui sont plutôt très très croyants. Et il va se passer que la mère de Maud va tromper son mari, qu'elle va tomber sur les suffragettes. Je vous dis, les suffragettes, ça n'arrive qu'au milieu du récit, mais il est présenté comme ceci aussi, parce que c'est quand même un fond important et une documentation importante sur ce qui se passait à l'époque, même si c'est pas contemporain. C'est un texte qui est très triste, très touchant, qui parle d'amitié déconstruite, de secrets, de la position des femmes dans la société, puisqu'on a vraiment plein de portraits de personnages opposés et qui se jugent les uns les autres, avec le personnage de Maud qui est envié par Lavinia, mais qui Lavinia est choquée par le comportement de la mère de Maud, qui est une femme assez libre, qui trompe son mari, qui n'est pas du tout en accord avec la société, qui a tendance à oublier sa fille pour défendre la cause des femmes. On va parler de l'emprisonnement, de ces suffragettes, voilà. Et en même temps, on va parler de la religion, de la pression sociale là-dessus, de pas mal de choses. Vraiment, c'est la place des femmes dans le texte, c'est très très présent, mais ça avait déjà été présent dans Prodigieuse créature. C'est un texte qui est touchant, alors qui m'a pas convaincu autant que Prodigieuse créature. Ambiance de l'archéologie, voilà, des plages, je crois que c'est dans le Dorset. Là, on est plus dans le cœur de la ville, mais en même temps, c'est un texte qui va parler de la violence faite aux femmes aussi, sur les comportements, et même les violences des faites aux femmes par les hommes, mais aussi par les femmes entre elles. C'est un texte assez touchant qui va parler de la mort et de la beauté de la vie aussi, d'une certaine manière. Et ensuite, alors celui-ci je ne l'ai pas encore lu, j'ai pris Molly Keane, donc Un beau mariage. Ça a l'air d'être un truc un peu Jane Austenien. On est dans le domaine de Sorrington en Irlande. Depuis 11 générations, c'est les Saurier qui habitent là-bas, et autrefois les mâles de la lignée étaient militaires. Aujourd'hui ils sont oisifs et heureux, bon, tant mieux pour eux. Et ils ont une sœur a priori, jusqu'au jour où Maeve doit épouser le major Roland Arthur Fontaine, l'homme le plus populaire du comté de Westcommon. Quelle fête! Alors, Molly Keane, c'est un écrivain irlandais qui a publié sous pseudonyme 10 romans, et après 30 ans de silence, on l'a découvert donc sous ce nom-là. Elle est considérée comme la vieille dame indigne des lettres irlandaises, voilà. Donc a priori, ça va se passer en Irlande, moi c'est tout ce que j'aime. Un petit peu de romance irlandaise, je pense qu'elle va parler aussi de la société et tout. Hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est la récupération. Mais ces livres-là, ils ont intérêt à être lavés parce qu'ils sentent la mort, voilà. Ensuite, on va passer sur un truc, donc j'avais retrouvé ça aussi. C'est quelque chose qu'un abonné m'avait offert, mais qui était resté chez mes parents. Cette petite édition de Tolkien, c'est Sir Gawain et le Chevalier Vert. C'est un commentaire de texte que Tolkien a fait sur la légende de la table ronde, tout ça. Oh, il y a... Et a priori, c'est quelqu'un... Alors, c'est Finn qui a envoyé une lettre, et c'est quelqu'un qui était à l'université, je pense, qui a dû vendre ce texte après.
C'est trop cool, j'avais pas vu. Mais voilà, donc une petite édition de Tolkien sur en plus que j'ai pas, parce que c'est vrai que Sir Gawain, comme il n'y a pas de traduction, voilà, elle est assez abîmée, mais c'est tout le vintage que j'ai, vous savez que je fais ma petite collection. Alors ensuite, là on va passer aux choses qui fâchent. En plus, Lorraine, elle a pas acheté forcément les bons tomes, donc il y a des trous dans les séries. Je vous présente tout ce que je n'ai pas encore lu, voilà, sachant que j'ai terminé aucune saga, donc voilà. J'ai acheté beaucoup de mangas. J'ai voulu avancer dans mes séries, terminer des séries. La première étant la série Fire Punch. Je pensais qu'il ne me manquait que le dernier tome, mais en fait il me manque les 2 derniers tomes. Série que j'ai lu il y a quelques années. Ça se passe dans le futur. On est donc sur un petit village où vous avez 2 personnages jeunes qui sont les seuls jeunes de ce village-ci, qui sont frères et sœurs. Et malheureusement pour le frère, la sœur va être assassinée et lui il va être brûlé. Et en fait il a une espèce de pouvoir qui fait qu'il ne peut pas mourir. Donc en fait il devient une torche humaine et il va donc partir en quête de vengeance, mais surtout aider une espèce de compagnie de cinéma dans son projet. C'est très particulier. Moi j'aime beaucoup le dessin, je vais pas vous spoiler. C'est un texte que j'avais trouvé bouleversant, qui est très dur parce que c'est un peu un univers dystopique violent. Par contre il y a des relations entre frères et sœurs dans le texte, hein. Ça, on reste sur le Japon, mais qui sont assez justifiables dans le texte et qui rend le texte encore plus tragique pour une raison, c'est-à-dire qu'il y a pas de jeunes là où ils vivent, donc voilà, c'est les 2 seuls et ils ont une relation très bizarre, voilà, entre eux. Mais c'est un texte assez touchant, assez horrible et qui était très beau. Moi je sais que j'avais été assez impressionnée par la qualité d'écriture à l'époque. Ensuite, je me suis acheté la fin de la série, il faut que je la termine, il manque le tome 6 de Reine d'Égypte. Reine d'Égypte, donc c'est une saga qui suit une jeune fille qui veut devenir pharaon, mais le problème c'est que c'est une femme. Elle va être contrainte d'épouser son demi-frère. Au-delà, on va suivre son histoire de femme qui va essayer de régner sur l'Égypte. C'est un manga qui est assez approfondi sur les recherches autour des rites, autour de l'époque où ça se passe, des grandes constructions, du commerce, parce que la jeune femme veut arrêter de faire la guerre pour faire du commerce. J'ai acheté, alors pareil, il me manque le tome 5, Bright Stories, vous savez, c'est cette histoire d'explorateur qui va parcourir une grande partie du monde pour rencontrer et parler de l'histoire des femmes, et notamment voilà, des mariages forcés, de leur statut et ce genre de choses. C'est un manga qui est tout bonnement magnifique sur le dessin, moi j'adore, je suis une très très grande fan du dessin, extrêmement touchant sur la question féminine et qui parle de plein de cultures différentes. J'ai donc acheté le tome 5 et 6 de Gannibal, donc de Masaaki Nimoniya. Gannibal, c'est un thriller horrifique où vous allez suivre une famille qui va s'installer suite à un gros problème dans un petit village, c'est le village de Kuge je crois, et sur place elle va faire la rencontre de la famille moi j'ai dit Gojo mais c'est pas Gojo, je suis Goto, voilà, qui sont spéciaux. La matriarche de la famille va être retrouvée dévorée par des ours, mais le problème c'est que l'ancien flic qui a disparu, qui était dans le village, accuse la famille Goto de cannibalisme. Voilà, donc on en découvre un peu plus et sachez que ça ne s'arrête pas à ça. Voilà, on est sur vraiment du thriller à la fois psychologique, horrifique, moi je suis emportée et franchement c'est un des trucs qui m'a fait le plus flipper je pense ces dernières années. Ça c'est du neuf que j'ai acheté, là j'ai acheté de l'occasion, j'ai fait une razzia. Je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, j'ai aussi eu un cul pas possible. Je suis allée à Easy Cash et là on était à côté, on s'est arrêté et j'ai fait des très belles découvertes. J'ai réussi, alors vous les voyez peut-être ici, j'ai donc lu Walking Dead en partie il y a quelques années, je n'ai jamais regardé la série, je lisais les BD et quand Franck Loisir a fermé, j'ai arrêté de lire parce que je les lisais en double album et il manque peut-être les 6 ou 7 derniers tomes. J'ai réussi à trouver 3 tomes du genre pour même pas 6 balles, je crois, le tome. Donc le tome, excusez-moi, je suis pas à jour, le tome 27, le tome 26 et je pense que c'est le tome 25, voilà, de Walking Dead, sachant qu'il y a une trentaine de tomes. Ce qui me pousse, alors je vais pas les lire tout de suite pour tout vous dire, je vais vraiment prospecter pour m'acheter la fin, voilà, que ce soit en occasion ou pas. J'aimerais relire Walking Dead parce que c'est une saga qui m'avait énormément convaincue quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, et j'ai un peu envie de savoir comment ça se termine après tout ça, et vraiment j'étais contente, et surtout que je les ai payés vraiment une bouchée de pain par rapport à ce qu'on peut les acheter en neuf, ou même parfois en occasion. Et enfin, alors là, vous voyez peut-être la bêtise que j'ai fait. Je vais vous les sortir parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter.
C'est vrai qu'à Easy Cash, il y a pas mal de mangas. Et en me baladant dans les rayons, je fais ah, attends, mais ça, c'est un truc que je cherche depuis longtemps. J'avais pour objectif de relire One Piece. J'ai regardé la saison qui est sortie sur Netflix en live action l'année dernière. Je me dis, ah, c'était quand même bien. One Piece, j'ai lu une partie. Je pense que j'avais lu à peu près tout ce qui était sorti quand j'étais au collège. Et parce que je vous avais expliqué, au collège et au lycée, on se prêtait énormément les livres avec des copains à moi qui lisaient de l'imaginaire ou des mangas, parce qu'on n'était pas très très riches et donc il fallait donc faire des économies. Donc ça nous permettait, surtout pour les mangas, de découvrir des choses que nous on n'avait pas dans nos bibliothèques. Donc j'avais lu One Piece et je m'étais vachement lassée du côté très répétitif. On va sur une île, il y a une histoire, on va sur une île, il y a une histoire. J'avais décroché, notamment après la mort d'un personnage qui a été un de mes premiers crushs aussi, qui a été un crush littéraire. Et là, c'est vrai que je me suis dit, bon, Lorraine, c'est quand même une œuvre majeure, redonne une chance, relis. Mais bon, One Piece, il y a plus de 120 tomes, je crois. C'est plus un investissement, c'est un prêt qu'il faut faire. Et en me baladant dans les rayons, je fais ah putain, il y a une édition que je veux. Alors, je n'ai pas les 12 premiers. Ce sont des coffrets qui sont sortis avec, vous savez, les grands arcs. C'est découpé par arc. Faut savoir que j'ai pas le premier coffret. Il l'avait pas, mais j'ai le coffret. Alors attendez, faut que je vous les présente dans le bon ordre. Et donc ce coffret, celui-ci qui correspond à la saison 2 qui va sortir. J'ai donc, alors je vais vous les montrer du tome 23, j'ai le 24 jusqu'au 32, comme ceci. Du 46, je ne les mets pas dans le bon ordre, voilà, il y a celui-ci qui est énorme aussi. Voilà, et celui-ci. En clair, j'ai acheté du tome 13 au tome 53. Vous allez dire qu'est-ce qui lui est arrivé. Ces coffrets-ci sont quand même assez chers. On est sur des bases entre 80 et 70 euros, je crois, sur la base de combien ça coûte. Quand j'ai vu les prix de ce qu'il m'avait proposé Easy Cash, je me suis dit, tu ne trouveras jamais, tu ne trouveras jamais facilement ces tomes à ce prix-là. Faut savoir que moi j'ai un petit problème avec l'occasion, c'est que comme je suis une société, il me faut des factures pour pouvoir acheter les livres. Et sur Locas, par exemple sur Vinted, à part si c'est des professionnels, je peux pas acheter les livres. Et c'est vrai ils étaient trouvables parfois un tout petit peu moins cher ou à peu près au même prix sur Vinted. Le problème c'est que je ne peux pas les acheter. Et donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon Lorraine, c'est une société pro. Prends-les, on est sur, je les ai eus entre, je crois, à moins 30%. À peu près. Bon, c'est une sacrée somme que j'ai dépensée là chez Cash, mais moins 30% sur ça, c'est pas négligeable, sachant que One Piece, mine de rien, plus t'avances dans la série, surtout ces coffrets-là, il y en a certains, ils étaient pas forcément facilement trouvables en occasion. Donc voilà, j'ai un peu craqué et ça va me motiver aussi à avancer dans la série. J'ai commencé à les relire. Alors One Piece, j'en lis un de temps en temps et je me surprends à rire. Voilà, je me surprends à rire. Donc vous suivez donc Luffy qui veut devenir le roi des pirates, trouver donc un trésor très important. Et il va de île en île et sur son chemin va constituer son équipage. On me bassine avec le fait que Oda a une lecture très politique de la société. Et j'avais envie de relire One Piece sur cet angle-là. Et c'est vrai que là, je le vois, j'avais pas cette lecture-ci forcément quand j'avais 15 ans. Donc pour le coup, c'est assez intéressant là-dessus sur la place du peuple, la place des pouvoirs en place et le rôle de la piraterie, tout ça pour l'instant, et la place de la marine et tout ça. Mais voilà, c'était dans ce but-ci. Alors je les lis doucement, mais sûrement, je vais lire jusque tous les tomes que j'ai achetés. Si j'arrive toujours pas à être convaincue et que je décroche encore, j'arrêterai là, voilà. Mais c'est vrai que c'est une saga qui est primordiale. Moi j'ai toujours été plus team Naruto que team One Piece quand j'étais jeune, et c'est toujours un peu le cas. Donc découvrir la chose et s'instruire, c'est important. Et surtout, le côté politique, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et moi, les histoires de pirates, voilà, il y a un humour chez Oda que je trouve parfois drôle. Et moi, je rigole pas forcément aux endroits où tu vois qu'il essaye de faire de l'humour. Ce qui est intéressant avec Oda, c'est qu'il y a pas mal de petites refs dans les dessins, de petits gestes derrière. Il y a pas mal de petits easter eggs, j'aime bien la façon dont c'est fait. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes acheté pour cette fin d'année. Alors, mois de février sera beaucoup plus riche en lecture et notamment en romans, puisque là, c'est vrai que les trois derniers mois, j'ai eu
peu de choses qui m'intéressaient sur les catalogues. Là, mois de février, il y a des belles choses qui sortent en roman, des choses dont j'attends la suite depuis longtemps. Donc voilà, et puis je vais racheter pas mal de romans, parce que là j'avais acheté pas mal de mangas ces 2 derniers mois. J'ai envie de lire du roman, là ça revient. Donc voilà, c'est important de faire des pauses parfois. Et ça va être très très cool. Et ça promet de belles choses pour 2026. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.